Partager, c'est le bon mot, en ce sens qu'il n'est pas du tout nécessaire, en sortant d'ici, d'être d'accord avec moi. Non, je ne vous impose aucune vérité. Ce n'est pas, je crois, l'habitude des mathématiciens. Quand ils imposent des vérités, ce sont des vérités démontrées. Mais il ne s'agit pas ici de démonstration, donc il s'agit de réflexion sur une notion qui peut être... j'ai des doutes en ce qui vous concerne, mais enfin, chez l'homme de la rue, sont parfois mal comprises. Alors, modèle mathématique, on va d'abord s'occuper du mot, ou des mots, puisqu'il y en a deux, des mots et de la chose. Alors, ça rappelle un petit poème de l'abbé de l'Athénian. Je vous encourage d'ailleurs à le lire dans sa totalité. C'était écrit à une époque où les abbés étaient peut-être un peu olé olé que Monseigneur Léonard. Mais il s'agit donc de la relation entre le mot et la chose. Alors, les mots, eh bien, dans modèle mathématique, il y a deux mots. Il y a modèle et il y a mathématique. Et leur jonction, si vous voulez, peut et je crois, prête à confusion pour ceux qui n'ont pas un peu réfléchi sur la signification. Le modèle, oui, c'est un mot qui date du XVIe siècle. Au départ, c'était dans le sens de modèle réduit, si vous voulez, une représentation miniature de ce qui sera construit en plus grand. C'est utilisé en architecture, par exemple. Et puis alors, ça a pris, petit à petit, le sens d'un objet référent et surtout d'un idéal à imiter. Un tel est mon modèle, un modèle de vie, etc. Et ce n'est qu'au XXe siècle que le sens de modèle, au sens modèle scientifique, dont nous reparlerons, ce n'est qu'au XXe siècle qu'on l'a employé, qu'on l'a introduit. Donc vous avez dans le mot modèle, vous avez une notion d'idéal, de perfection. Mathématique comme adjectif, c'est comme toujours, vous regardez un dictionnaire, adjectif mathématique, qui a rapport aux mathématiques. Alors vous êtes parfaitement éclairé par cette définition, et c'est donc quelque chose qui est relatif aux mathématiques. Et puis alors, de nouveau, le sens s'est élargi à partir d'une certaine idée de ce que sont les mathématiques. Eh bien, on a associé à l'adjectif mathématique le sens de déductif, rigoureux, exact, indiscutable peut-être. Bon, il y a même des gens qui associent ce mot mathématique à un manque d'émotion, par exemple. Bon, j'espère que vous serez convaincus du contraire à la fin de l'exposé. Et aussi cette notion de quelque chose qui est absolument certain, la certitude absolue n'existe que dans les mathématiques, ce n'est pas vrai, c'est une certitude relative, et ce qui est donc dès lors inévitable. Alors vous mettez les deux mots ensemble, évidemment, modèle mathématique, donc c'est quelque chose un idéal à imiter et qui est indiscutable, et vous en concluez quoi ? Ce qu'a dit un modèle mathématique est absolument une vérité absolue et qu'on ne peut pas mettre en doute. C'est mieux que n'importe quoi d'autre, et on va voir que, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ce modèle mathématique nous conduirait à la perfection ultime, et ce n'est que, de nouveau, en remplaçant son dictionnaire par un plus nouveau, qu'on va voir une définition de modèle dans le sens d'une représentation simplifiée d'un processus, d'un système. Bon, alors simplifier, c'est pas mal, tant mieux, plus on peut simplifier, mieux c'est, mais parfois aussi, on ne peut pas trop simplifier.
Je crois que c'est Einstein qui disait il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus. Ouais. Alors, un modèle mathématique, si vous prenez un dictionnaire tout récent, ben ça va vous dire maintenant, c'est une traduction d'une observation dans le but de lui appliquer les outils, les techniques, les méthodes mathématiques. Et alors, à partir de cela, évidemment, quand vous avez construit des mathématiques qui représentent votre phénomène, eh bien, vous travaillez sur ces objets mathématiques pour en déduire des prédictions ou des informations sur le phénomène réel auquel vous avez associé le modèle. Bon, donc, il y a un choix, bien entendu, quand vous avez un phénomène à modéliser, vous avez un choix de l'outil mathématique que vous allez utiliser, et bon... Comment opérer ce choix? Eh bien souvent, d'abord, vous allez utiliser les mathématiques que vous connaissez. Vous serez parfois tenté d'utiliser les mathématiques qui sont à la mode aussi, au détriment d'autres choses. Je connais, je ne vais pas vous citer des exemples, mais je connais des modèles en économie, si vous voulez, où tous les 10 ans, l'auteur, par ailleurs assez célèbre, de ces modèles, eh bien, il changeait de modèle parce qu'il changeait de paradigme mathématique. Tous les 10 ans, il y a une nouvelle mode en mathématiques, hein, c'est pas différent des autres... choses de la vie, mais vous avez alors des modèles qui évoluent simplement en fonction de la mode mathématique. Bon. Bien. Alors quels sont donc les dangers qui guettent la modélisation mathématique d'un phénomène? Bon, d'abord, quand vous décrivez mathématiquement un phénomène, vous essayez, vous avez une tendance, la première tendance, c'est d'y inclure évidemment le plus d'informations possible, le plus d'éléments possible, donc d'être le plus précis possible, d'introduire plus de paramètres, plus d'inconnus, plus de choses. Mais si vous vous laissez entraîner à cela, très très vite, il n'y a pas besoin de se laisser entraîner longtemps, quand vous avez formulé votre problème mathématiquement, ce n'est pas facile, mais c'est peut-être la partie la plus facile, vous tombez sur un problème mathématique complètement insoluble dans l'état actuel des connaissances. Donc si vous êtes trop exigeant pour la précision de votre modèle, le fait qu'il tienne compte de plus grand nombre de faits possibles par rapport au phénomène que vous étudiez, eh bien vous avez écrit les équations, mais vous ne savez rien en dire. C'est pas utile. Pas utile. Oui, vous pouvez peut-être mettre ça, évidemment, conserver cela en température très basse en attendant que les mathématiciens aient suffisamment progressé. Bon, mais enfin, ce n'est pas une solution en général utile. Alors, comme je l'ai dit, votre modèle aussi va être dépendant des mathématiques connues et parfois aussi des mathématiques à la mode. Alors, vous me direz, ah oui, mais maintenant, avec les ordinateurs, tous les problèmes sont résolus, sont solubles, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai, malheureusement. C'est que, d'une part, numériquement, tout n'est pas possible, même si on sait trouver numériquement des solutions approchées de problèmes pour lesquels le mathématicien n'est pas capable de vous dire grand-chose, eh bien... la solution numérique qui résulte elle-même d'une approximation du modèle peut différer très fort de la solution réelle que le mathématicien n'a pas été capable de trouver. Donc ce n'est pas non plus dans la puissance croissante, et c'est une bonne chose, des ordinateurs que vous pouvez espérer avoir votre salut. Alors, quelle est justement la qualité d'une bonne modélisation? Une bonne modélisation, c'est un problème un peu d'optimisation, si vous voulez. C'est que vous ne pouvez pas tenir compte de tous les éléments, donc vous devez en négliger certains, et il faut négliger a priori ce qui sera négligeable. Mais ce qui sera négligeable, vous ne le savez en général qu'a posteriori. Donc on se trouve devant une espèce de dilemme comme cela,
Et ça veut dire que finalement, la modélisation, ce n'est pas une science, c'est un art. C'est un art difficile. Donc il s'agit vraiment d'avoir suffisamment de flair pour se dire, oui, ça, il y a énormément de chances que ça va être négligeable dans la solution finale, donc je vais le négliger au départ pour que mes mathématiques soient plus simples. J'aime dire que c'est un art qui est proche de celui du caricaturiste, finalement. Qu'est-ce que c'est une caricature? Eh bien, c'est avoir un maximum de ressemblance avec un minimum de traits. Donc c'est ça le bon caricaturiste, évidemment. En quelques traits, vous savez de qui il s'agit. Donc c'est un art, et c'est un art difficile, et par conséquent, tout le monde n'est pas capable de faire une bonne modélisation. Et deux experts dans ce domaine, Jean-Paul Delahaye et François Reichenmann, eh bien, ils en ont conclu qu'un modèle, c'est toujours faux. Un modèle n'est jamais vrai. Un modèle, c'est toujours faux, puisqu'on a dû négliger des choses. Donc, a priori, le modèle, ça n'est pas la réalité, ça n'est même pas une image fidèle de la réalité. Mais ils ajoutent, et c'est très bien. Donc, et c'est très bien, car si vous aviez un modèle qui serait parfaitement exact, sauf dans le cas de situations ridiculement simples, eh bien, vous ne savez rien en dire mathématiquement. Il rappelle cette histoire, cette nouvelle de Borges, là, où dans je ne sais plus quel pays, on voulait faire une représentation du pays. Donc on a fait d'abord une carte au 100 millième, et puis il y avait des détails qui n'apparaissaient pas, et puis alors on a fait une carte au 10 millième, et en fin de compte, les savants de ce pays étaient arrivés à la conclusion qu'il serait bien nécessaire de faire une carte qui serait à l'échelle du pays lui-même, quoi donc. Mais son utilisation est peut-être difficile. Donc c'est un peu la même chose avec les modèles. Bon, alors pour illustrer peut-être que l'art de la modélisation, c'est l'art du caricaturiste, je vous donne un exemple. Vous voyez, à gauche, nous avons le modèle, et à droite, nous avons la réalité. Bon. Alors, de quoi ne va-t-on pas parler dans cet exposé? Eh bien, de Charles Michel, en tout cas on n'en parlera plus. Bon. Alors la notion, il y a en mathématiques et autour des mathématiques, modèle peut prendre aussi des significations différentes. Il y a une notion tout à fait précise de modèle en logique mathématique, ça je n'en parlerai pas. La littérature philosophique sur les modèles scientifiques et sur les modèles mathématiques est énorme. Bon, je n'en parlerai pas non plus. Des techniques, comment faire une modélisation, à l'exception de quelques exemples très simples que je vais vous donner pour quand même rendre l'exposé plus concret. Je ne vous décrirai pas toutes les techniques possibles mathématiques qui peuvent servir dans la modélisation. Il y a aussi un problème très intéressant. Maintenant, il y a la modélisation mathématique, mais aussi il y a la modélisation informatique, si vous voulez, où on essaye d'une certaine manière de contourner la partie mathématique pour faire travailler tout de suite l'ordinateur. C'est intéressant, c'est utile dans de nombreux domaines, mais ça sort de mes compétences. Et donc, rassurez-vous, les modèles dont il sera question ici ne seront pas sophistiqués au point de vue mathématique. Alors par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais d'abord vous montrer que même si le mot, dans le sens utilisé, le mot est récent, eh bien la chose est ancienne. Et vous verrez ça par des exemples. Et aussi, il y a une discussion sans fin également, que l'on peut avoir souvent, spécialement avec des collègues physiciens ou quoi. Il y a la notion de théorie physique, une théorie, et la notion de modèle. Alors, où finissent les modèles, où commencent les théories, quelles sont peut-être les différences, quelles sont les ressemblances. Là, on verra aussi, vous verrez poindre quelle est mon opinion. Vous n'avez absolument aucune raison de la suivre et vous pouvez continuer à vivre comme vous avez toujours vécu. Mais c'est pour montrer que des choses qui paraissent
peut-être simples, ne le sont pas autant que l'on pense. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer deux modèles mathématiques dans un domaine de sciences humaines, dans la démographie. Alors, vous voyez un extrait de la Genèse qui est bien connu. Hein, on doit dominer tout animal qui se meut sur la terre. Hein, c'est un ordre divin. Bon. Peut-être que ce n'est pas si simple que ça, du point de vue de la reproduction, si on doit dominer les lapins. Alors, ça nous permet de parler d'un très vieux modèle mathématique qui date de 1202. On le trouve dans un livre en fait d'arithmétique, Liber Abaci, un des premiers livres d'arithmétique moderne, entre guillemets, si j'ose dire, de Leonardo da Pisa, qu'on appelait aussi Fibonacci, parce que c'était le fils de Bonacci. Et il a posé le problème suivant, voyez, combien de couples de lapins sont-ils engendrés en une année? Si un couple, alors voilà, ça c'est la question, c'est le problème que la modélisation doit résoudre. Et bon, faire une modélisation, il faut mettre des conditions pour qu'on puisse en faire des mathématiques. Et la condition que Fibonacci a mis, je ne sais pas s'il a jamais eu des lapins ou pas, mais enfin, il dit là, un couple de lapins engendre un couple de lapins par mois, donc chaque mois un couple de lapins, chaque couple de lapins en engendre un autre couple de lapins, qui fera la même chose, bien entendu, sauf que, bien entendu, les lapins, comme tout le monde, doivent apprendre, et ils ne commencent à engendrer que le deuxième mois qui suit la naissance. Le premier mois après leur naissance, ils sont toujours en train d'apprendre, et c'est au deuxième mois qu'ils engendrent leur couple de lapins. Et donc tous font cela, tous suivent cette règle-là. Alors au commencement, il y a un couple de lapins. Hein, voilà, donc si j'appelle au énième mois, hein, après n mois, le ln, L10n, le nombre de lapins, eh bien, à l'origine, il y a un couple de lapins. Un mois après, ils apprennent toujours, il est toujours seul, mais 2 mois après, alors, évidemment, il y a un nouveau couple qui est né. Donc, au deuxième mois, après 2 mois, il y en a, ou au troisième, si vous voulez, il y en a 2. Et puis alors, il faut implicitement dans cela, les lapins sont immortels. Hein, donc, et les lapins engendre pour toujours, quoi, hein, dans la règle. Il n'y a que le premier mois qui ne le font pas, mais à partir du deuxième mois, ils y vont tous. Okay, donc, par conséquent, si vous prenez au troisième mois, puisqu'ils sont immortels, vous devez toujours partir du nombre de ceux qui sont là, ils sont toujours là, évidemment, et puis il faut voir qui en a engendré de nouveau. Eh bien, il n'a que le vieux couple, il n'a que le premier couple qui aura engendré, puisque l'autre étant né seulement le mois avant, il doit encore attendre un mois. Donc, en réfléchissant un petit peu à cela, on se rend compte qu'on obtient le nombre de lapins à chaque mois, simplement en prenant celui du mois précédent, plus le nombre de lapins du mois encore précédent. Ça va ? Donc vous voyez, chaque fois, vous avez, premier mois, il y en a un, deuxième mois, il y en a toujours un, et puis ça, c'est les données initiales, si vous voulez, et le modèle. Et puis alors, chaque fois, pour obtenir le nombre suivant, vous devez faire la somme. Des 1 plus 1, vous avez 2, 1 plus 2, vous avez 3, puis 2 plus 3, vous avez 5, 5 plus 3, vous avez 8. Alors bon, au départ, c'est pas très inquiétant, le clapier, il n'y a pas besoin de l'agrandir, hein, ok. Mais voilà, après un an, il y a 144 lapins. Ah voilà, 144 lapins. Bon, donc c'est une suite qui a pris le nom de son inventeur, si j'ose dire, bien qu'il posait le problème. Je ne sais pas s'il l'a résolu dans son livre, probablement. Et donc, la suite, maintenant, si on l'écrit d'une manière générale, ça ne dit rien de plus que ce que je vous ai raconté. Ça ne dit rien de plus que ce que je vous ai raconté. Le nombre de lapins au énième mois, c'est le nombre de lapins le mois précédent, plus le nombre de nouveaux lapins qui est engendré par ceux qui étaient là 2 mois avant. Ça va ?
Bon, donc pour obtenir la suite de Fibonacci, il suffit chaque fois de faire la somme des deux précédents, et on a le nouveau, puis on fait la somme avec le précédent, on a le suivant, etc. etc. La question de savoir, tiens, dans le fond, si je ne veux pas tout le temps calculer ça, si on me demande combien de lapins y a-t-il après 1000 mois, je peux faire de prochain en prochain. Il suffit de savoir additionner, calculette. Vous pouvez faire un petit programme, ça ira tout seul. Mais on pourrait se dire aussi, est-ce qu'il y a une formule qui vous donne le nombre de lapins au énième mois sans connaître le nombre de lapins au mois précédent? Ben oui, il y en a. Et elle a été trouvée seulement plus de 600 ans après. C'est pour vous dire que les mathématiques ont besoin de temps pour progresser. La suite de Fibonacci est arrivée en 1202, et c'est seulement en 1843 que M. Jacques Binet a trouvé la formule. Alors la formule, vous voyez, c'est assez incroyable ce que les mathématiciens peuvent faire, parce que pour trouver le nombre de lapins au énième mois, et vous me suivez, donc vous savez que le nombre de lapins, c'est un nombre entier. Il n'y a pas 3,4 lapins, c'est un nombre entier. Mais pour obtenir ce nombre entier par la formule de M. Binet, il faut diviser par 1 sur racine de 5, qui n'est déjà pas très entier. Okay. Alors, vous devez prendre le nombre phi, qui en fait c'est le fameux nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Vous devez le mettre à la puissance n plus 1, puis vous devez le retirer encore cela. Alors, avec les racines de 5 là-dedans, ça n'a pas l'air très entier. Eh bien, quand vous faites le calcul et que vous ne vous trompez pas, vous trouvez un nombre entier. Donc, comment exprimer un nombre entier de manière très irrationnelle, c'est aussi ce que dit M. Jacques Binet. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Pas la formule, mais il faut retenir que 1 sur phi, puisque phi c'est à peu près 1,6, 1 sur phi est plus petit que 1, strictement. Donc quand vous l'élevez à des puissances tout le temps plus grandes, vous le multipliez par vous-même, le produit devient tout le temps plus petit. Donc vous pouvez oublier, quand n est très grand, vous pouvez oublier le deuxième terme dans la formule. Et à ce moment-là, donc ce qui compte c'est le premier, et donc vous avez le nombre de lapins va croître exponentiellement, parce qu'il croît comme le nombre 1,6, 1,8, etc., à la puissance n plus 1, ou la puissance n. Donc, ça confirme évidemment ce que nous pensons tous des lapins, c'est qu'ils se reproduisent, mais peut-être quand même que oui, voilà les lapins. Et vous pouvez aussi raisonner autrement. Vous pouvez raisonner en termes d'arbres, si vous voulez. C'est pour ça que vous avez les lapins au départ, et puis un mois après, il n'y en a toujours que. Le mois suivant, ils ont donné un autre couple. Ce couple va faire le même schéma, si vous voulez. Mais par contre, les lapins originaux, ils continuent à se reproduire. Et vous avez ainsi des lapins, si vous voulez, qui se multiplient. Alors, on a fait des hypothèses dans le modèle. Quelqu'un qui élève les lapins vous diront, oh, vous savez, dans le clapier, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. On a supposé que les lapins ne mouraient pas. Or, ils meurent, les lapins. On a supposé qu'ils restaient verts ad aeternam, ok. On a supposé qu'ils avaient tout le temps à manger, évidemment, sinon, non. Et on a supposé aussi qu'ils se reproduisaient d'une manière uniforme, si vous voulez. Il n'y a pas des familles nombreuses. Bon, donc il n'y a pas un moment donné qu'ils font 2 couples au lieu d'en faire qu'un. Non, il faut tous. C'est, si vous voulez, une espèce de modèle soviétique, si vous voulez, pour les lapins, quoi. Bon, donc, les conclusions du modèle, c'est raisonnable du point de vue qualitatif. Tout le monde s'attend à une croissance, et même à une croissance de type exponentiel. Mais si vous calculez le nombre de lapins dans ce modèle-là, même sur 10 ans, si vous voulez, et puis que vous le comparez avec, faites l'expérience, et que vous comparez, les nombres peuvent être extrêmement différents. Donc la prévision quantitative de ce modèle est certainement extrêmement discutable, vu les hypothèses simplificatrices, quoi. Mais si on n'avait fait aucune hypothèse simplificatrice,
je ne suis pas sûr qu'on saurait construire, qu'on saurait dire quelque chose mathématiquement d'un modèle de vrai lapin, dans un vrai clapier, si vous voulez, etc. Non, ce serait probablement trop compliqué. Mais on pourrait raffiner ce modèle de lapin en faisant des hypothèses un peu moins caricaturales. Donc ici, la caricature est forte. Bon, on a quand même deviné que c'était des lapins, mais à part ça, c'est des lapins très théoriques. Bon. Alors, est-ce que c'est plus simple chez les humains? Il y a peu de chance. Et pourtant, très tôt, à la fin du XVIIIe siècle, vous connaissez tous Malthus, et il a écrit un essai sur le principe de population, oui, il essayait, et tout ce qu'il a écrit à ce sujet, enfin, autre que des considérations économiques et sociales, qui sont certainement très intéressantes, mais la partie, je dirais, mathématique de Malthus, c'est ça. C'est en l'absence d'obstacles à son développement, une population croît selon une progression géométrique. Qu'est-ce que c'est une progression géométrique? Eh bien, c'est un nombre à une certaine puissance, quoi. Donc, c'est un nombre plus grand que 1, puisque ça croît à une certaine puissance. Donc, puisque nous avons fait Fibonacci avant, eh bien, qu'a dit Malthus, si vous voulez, en l'absence d'obstacles à son développement, une population, et une population humaine qu'il avait en tête, se comporte comme une population de lapins. Ça va? Elle croît suivant une progression géométrique. Donc, à chaque unité de temps, le nombre est multiplié par une même quantité supérieure à 1. Ouais. Un Belge, M. Quetelet. Alors, M. Quetelet, on peut en parler dans le cadre du Collège belgique, parce que M. Quetelet a été secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, et dans le cas de M. Quetelet, le mot perpétuel prend véritablement son sens, puisqu'il a été secrétaire perpétuel pendant 40 ans. C'est le record absolu des secrétaires perpétuels dans toute l'histoire de l'Académie royale de Belgique, et c'était aussi un secrétaire perpétuel très autocratique. Là, on peut en trouver d'autres, mais donc il a véritablement régné sur l'Académie depuis 1825 jusqu'à sa mort. Et Quetelet était un mathématicien de formation et qui a contribué à la statistique, mais qui a aussi essayé de mathématiser les sciences humaines. Et voilà ce qu'il écrit dans un petit livre, dans son essai de physique sociale de 1835. Donc, rappelez-vous, Malthus avait dit, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de résistance, ça va croître indéfiniment d'une manière géométrique, donc c'est une croissance exponentielle, que cela veut dire en termes actuels. Donc la population va devenir plus grande que n'importe quoi et très vite. Eh bien, il dit la résistance ou la somme des obstacles au développement, parce que c'est pas réaliste de dire que la population va devenir. Non, il y a des contraintes sur la Terre. De toute façon, vous pouvez quand même calculer le nombre maximum de lapins qu'on peut mettre sur la Terre en tenant compte une couche de lapin ou deux couches de lapin. Donc ça peut se calculer. Donc il y a une borne, si vous voulez, une estimation. Donc il y a des obstacles qui vont empêcher la loi de Malthus de fonctionner. Et donc elle est comme le carré de la vitesse avec laquelle la population tend à croître, comme celle qu'opposent les milieux au mouvement des corps qui les traversent. C'est une analogie avec la mécanique, si vous voulez. Il y a des forces de résistance de l'air ou quoi, qui sont comme le carré de la vitesse. Et alors, il rajoute que les conséquences sont entièrement conformes aux résultats de l'expérience. Si le développement a lieu au milieu d'obstacles de toute espèce qui tentent à l'arrêter, la population tend de plus en plus à devenir stationnaire. Donc, il a l'air de faire d'amorcer un modèle mathématique pour lequel la croissance de la population, à un moment donné, se stabiliserait et va devenir stationnaire, donc resterait inférieure à une certaine borne. Et il dit que les conséquences sont entièrement conformes aux résultats de l'expérience, mais il ne cite ni des résultats de l'expérience, donc des chiffres statistiques, il n'en donne pas pour n'importe quelle population, et il ne fait pas une seule formule mathématique. Donc voilà tout ce qu'il dit.
Donc on ne peut pas dire, là le modèle, il est un peu avorté, si vous voulez. Hein, il avait l'air de partir d'un modèle, et puis alors, bon, il n'en fait pas grand-chose. Donc c'est une idée qualitative, je crois qu'il fait l'analogie entre, si vous voulez, un corps qui tombe dans l'air où il y a une résistance, ben, il finit par atteindre une vitesse limite, si vous voulez. Eh bien, c'est l'analogie avec cette vitesse limite. Il ne va pas, s'il tombait dans le vide, ben, l'accélération, il aurait une vitesse qui serait croissante indéfiniment. Mais là, bon, d'abord, il compare avec la vitesse, alors qu'ici, il s'agit de population, et il confond un peu vitesse de l'accroissement de population, etc. Donc, c'est pas extrêmement clair, ça arrive encore souvent chez Quetelet, il a des idées, mais il les formule, si vous voulez, d'une manière qui n'est pas toujours très précise. Alors, il y a un troisième larron qui va intervenir, c'est Pierre-François Verhulst. Alors, bon, ben, pourquoi révolutionnaire, François Verhulst? Eh bien, c'était un garçon assez curieux, un Belge, hein, et il est parti vers 1830, 1829. Il est parti en Italie, à Rome, pour se perfectionner en mathématiques. Alors, il était à Rome quand la Belgique a pris son indépendance, et il était tellement exalté par cela qu'il s'est mis en tête. Alors, souvenez-vous qu'à l'époque, Rome, c'était pas la capitale de l'Italie, c'était la capitale des États pontificaux. Les États pontificaux étaient un exemple de gouvernement rétrograde, hein, moyenâgeux, parce que à l'époque, c'était l'État d'Italie pratiquement le moins évolué politiquement et socialement. Et notre Verhulst, c'était un mathématicien, il faut lui pardonner, s'est mis en tête que, à l'image de la Belgique, les États pontificaux devraient se doter d'une constitution, et d'une constitution qui en ferait justement une monarchie du type de la Belgique, une monarchie constitutionnelle. Alors il s'est dit, ça ce serait merveilleux pour les États pontificaux. Il en a parlé à la reine Hortense, qui était à Rome à ce moment-là, qui ne l'a pas trop découragé, mais pas trop encouragé non plus, qui lui a dit, j'en parlerai à un cardinal. On en a parlé à un cardinal, à un autre cardinal, et le résultat fut que Verhulst fut prié de quitter les États pontificaux. Dans les plus brefs délais, les États pontificaux n'étaient pas encore prêts à adopter une constitution, de devenir une monarchie constitutionnelle. Voilà. Et donc il est rentré en Belgique, il a enseigné à l'école militaire, etc. Et il s'est mis à s'intéresser à la démographie. Alors, en 1838, il publie un petit article où il dit tenté depuis longtemps de déterminer par l'analyse la loi probable de la population, j'ai abandonné ce genre de recherche parce que les données de l'observation sont trop peu nombreuses pour que les formules puissent être vérifiées. Parfaitement louable. Mais comme la marche à suivre me paraît devoir conduire nécessairement à la connaissance de la véritable loi, j'ai cru devoir céder à l'invitation de M. Quetelet. Donc, d'après ce qu'on lit là, c'est Quetelet qui l'aurait encouragé à travailler, à publier ce qu'il a fait dans ce domaine. Il le publie d'ailleurs dans une revue éditée par Quetelet. Et il part de la loi de Malthus, mais il est le premier à l'écrire sous forme mathématique. Alors, il fait des hypothèses. Bon, il appelle à l'instant T la population une certaine population d'un État ou d'une région ou quoi. Il l'appelle P de T. Il va faire une hypothèse. Une population, ça croît aussi ou ça décroît par nombre entier, évidemment. En général, c'est comme les lapins. Hein. Mais il fait l'approximation, qui n'est quand même pas mal. Pour faire plus facilement des mathématiques, il fait l'approximation que ça va croître de manière continue. Donc on pourra avoir racine de 2 personnes dans une population, mais enfin racine de 2 c'est entre 1 et 2, donc ça va servir d'interpolation. Et donc ce qu'avait dit Malthus, c'est essentiellement qu'il y avait une croissance exponentielle, c'est tout ce qui... Donc la progression géométrique. Donc il écrit la population de Malthus
comme une fonction exponentielle, l'exponentielle de mt, hein, m étant un coefficient réel, comme ça, qu'il faudra déterminer. Bon, plus il sera grand, plus ça croîtra vite. Et à ce moment-là, il se rend compte que cette fonction-là, elle est solution en fait d'une équation qu'on dit différentielle, parce que la dérivée, c'est le taux de croissance de la population à l'instant t, c'est la vitesse, si vous voulez, de croissance de la population. Eh bien, là, vous calculez la dérivée de p de t, et vous voyez que c'est m fois p de t. Donc, il a trouvé une équation différentielle, ce qu'on appelle une équation différentielle pour l'équation de Malthus, et qui correspond à ce que disait Malthus. Donc, il part de cela, mais il sait aussi, il a lu Quetelet, hein, que dans la vie réelle, c'est pas réaliste. L'exponentielle, bien que vous savez, on trouve souvent des références à la croissance exponentielle dans beaucoup de textes ou d'exposés même récents, mais ça ne peut pas durer, la croissance exponentielle. Il arrive quelque chose quoi, de plus ou moins dramatique pour que ça cesse. Et alors, pour que ça cesse, eh bien, voilà ce qu'il dit. Comme la vitesse d'accroissement va être retardée par le nombre d'habitants, c'est en fait le nombre d'habitants qui va être un frein à cette croissance démentielle, eh bien, il faut, pour que ça ne soit plus si grand, il faut retirer à mp, donc à m fois p de t, une autre fonction qui est inconnue, dit-il. Et alors, l'hypothèse la plus simple est de supposer que elle est de l'ordre, elle est un multiple du carré de la population. Oui. Ça ne sert à rien de retirer un multiple de p, puisque vous ne feriez que changer le coefficient. Donc l'approximation suivante, si vous voulez, le choix suivant, c'est de mettre le carré. Alors, vous voyez là une manière de faire un modèle aussi. Il ne s'occupe pas vraiment de la manière réelle dont une population va croître ou pas. Il cherche, d'une certaine manière, la formulation mathématique la plus simple. Hein. Et c'est une des manières de procéder hein, dans le choix des modèles. Donc on suppose que c'est un multiple, une constante, fois p carré. Donc il arrive à son équation à lui, que j'ai réécrite. Là, au lieu d'être p' égale m fois p, eh bien c'est p' égale m fois p moins n fois p carré, quoi que j'ai écrit comme cela. Et alors, par chance, c'est une équation différentielle qu'on sait résoudre. La plupart du temps, vous écrivez une équation différentielle, vous ne savez pas la résoudre. Et donc là, on sait la résoudre depuis Leibniz, et on a une formule pour la solution. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, je l'ai écrite en dessous, mais on va chercher un bouquin d'analyse et de l'époque même, et on trouve la solution, c'est ce qu'il a fait. Et ce qui est de bien, vous voyez, cette solution-là, si vous faites un petit calcul, quand t devient très grand, donc quand le temps augmente, eh bien, au lieu que la population augmente indéfiniment comme chez Malthus, elle va s'approcher d'une borne supérieure qui est le quotient des deux coefficients m sur n. Et donc, elle va tendre vers un équilibre. Donc, dans le modèle de Verhulst, les choses se passent mieux que dans le modèle de Malthus. La population croît à un moment donné, et puis elle va se stabiliser et rester inférieure à une quantité qui est m sur n. Et alors, Verhulst va un peu plus loin que les autres. Il va chercher des tables de population au cours du temps de la France, de la Belgique, du comté d'Essex et des populations d'orthodoxes russes. Bon, il prend celles-là parce qu'elles existent. Hein. Et alors, il va faire une comparaison entre les prédictions de sa formule, si vous voulez, et les chiffres réels. Alors ça n'est pas trop mauvais, c'est pas terrible quand même, mais enfin ça montre que son modèle n'est pas déraisonnable. Il continue. En 1845, il publie un mémoire plus étendu, toujours à l'Académie, recherche mathématique sur la loi de la population. Et alors cette courbe-là qu'il a trouvée, cette solution de son équation, donnée par la fonction p de t, il lui donne un nom, il l'appelle la courbe logistique. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle la courbe logistique? Il ne le dit pas et on ne le sait toujours pas. Quoi. Logistique. Il la compare à l'autre courbe qui était la courbe
on n'appelait pas exponentielle à l'époque, on l'appelait logarithmique. Donc, curieusement, ce qu'on appelle l'exponentielle. Alors, c'est peut-être parce que ça rime avec logarithmique qu'il a pris logistique et que ça commence de la même manière et ça finit de la même manière. Hein, et puis, alors, ben voilà, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Bon. Il a aussi enseigné à l'école royale militaire et on sait qu'à l'armée, la logistique, c'est important. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle maintenant une sigmoïde, une forme en S. Et alors, il y a des M et N, évidemment, qu'il faut déterminer dans la loi, hein, en fonction de la population qu'on étudie. Il faut les fixer si on veut faire du calcul numérique dessus. Eh bien, il donne une méthode pour les fixer à partir d'observations, donc à partir de tables de population. Et en faisant cela, il trouve que la Belgique ne dépassera jamais la population, donc la fameuse valeur limite que donne sa formule, c'est 6 600 000 âmes pour la Belgique et 40 millions d'âmes pour la France, ce qui à l'époque paraissait tout à fait raisonnable. On était toujours en dessous, aussi bien en Belgique qu'en France. Donc c'était une prédiction qui avait du sens. S'il avait trouvé évidemment que la population maximum de la Belgique c'était 300 personnes avec sa formule, c'était un peu en contradiction avec les faits. Mais donc ces chiffres-là ne sont pas en contradiction avec les faits. Donc voilà, dans son mémoire, les deux courbes qu'il donne. Donc là, la courbe qu'il appelle logarithmique, c'est celle qui est au-dessus et qui est une courbe exponentielle en fait, et la courbe logistique qui va rester inférieure à l'asymptote, ce qu'il a écrit asymptote là, et qui est la valeur de m sur n dans mes notations. Donc on trouve cette belle figure dans son mémoire. Alors ce qui est beaucoup moins connu des démographes, et des historiens de la démographie, c'est qu'en 1847, Verhulst publie un deuxième mémoire là-dessus. Et il change de modèle, en fait. Donc, il avait un modèle qui marchait pas mal, et il va changer de modèle. Si vous prenez la fonction u fois m moins nu, si vous la dessinez, c'est une parabole, hein, c'est quelque chose du second degré, f de u, c'est une parabole. Bon, je l'ai dessinée là-bas à gauche. Eh bien, il remplace sa parabole par une fonction en chapeau pointu, là, hein, un v renversé. Vous voyez, je vous ai donné la formule analytique à droite, ça n'a aucune importance, mais c'est simplement une fonction qui a la même allure, quand même, bon, mais qui est moins ronde, hein, et pour laquelle il peut aussi calculer explicitement une solution. Et alors, c'est ces deux exponentielles, une à coefficient positif et une à coefficient qui se juxtaposent, si vous voulez. Et alors, il refait ses comparaisons avec des statistiques, et il arrive, avec ce nouveau modèle, à une population maximale de 9 400 000 âmes pour la Belgique. Voilà. Alors, bon, il trouve que c'est mieux. Bon, à l'époque, dans le fond, il n'y avait pas à discuter. On était de toute façon en dessous des deux. Aujourd'hui, on dirait oui, c'est un modèle qui est meilleur. Personnellement, je ne crois pas du tout que c'est parce qu'il a changé de modèle qu'il a des meilleurs résultats. Je crois que c'est parce qu'il est parti de tables de population qui étaient différentes, etc. Donc, il n'y a pas de raison vraiment. Donc voilà. Et alors, notre Verhulst est président de l'Académie en 1848. Et comme président de l'Académie, il doit faire un discours à la séance publique de fin d'année. Et il décide qu'il va utiliser ce discours pour réfuter les idées de Quetelet, qui est toujours secrétaire perpétuel, hein, en démographie. Bon. Heureusement pour Quetelet, sa maladie, c'est ce qu'il avait aussi envoyé à Rome, c'était la tuberculose, la phtisie, et bon, ça l'avait quand même soigné, hein. C'était une belle période, hein. On ne vous donnait pas d'antibiotiques, on vous envoyait à Rome, quoi, quand vous aviez cela. Mais maintenant, on vous les met dans une chambre avec des antibiotiques. Mais enfin, là, sa tuberculose prend le dessus, l'empêche de prononcer son discours, et il décède tout au début de 1849. Donc, il était encore fort jeune, il n'avait pas... Donc... Monsieur Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie, doit prononcer sa notice nécrologique. Une notice nécrologique, en général, vous savez ce que c'est, hein,
c'est un panégyrique. Mais M. Quetelet n'a quand même pas complètement remis des craintes qu'il a eues du discours avorté de Verhulst, et voilà ce qu'il écrit dans la notice sur Verhulst. Lorsqu'on se place sur le terrain des hypothèses, on peut donner une vaste carrière à son imagination, surtout quand les observations manquent pour les mettre à l'épreuve. Il n'existe à notre connaissance aucun principe dans la nature analogue à celui posé par notre savant et regretté confrère. Donc, pour qu'on parle ainsi dans une notice nécrologique, c'est pas bon signe pour les relations entre les deux. Et autre chose, quand Quetelet va avoir quelques années plus tard un AVC, donc il restera secrétaire perpétuel, mais alors au point de vue scientifique, il va simplement faire des deuxièmes éditions de ses ouvrages d'avant l'AVC, et en particulier il fait une deuxième édition de son essai de physique sociale. Alors entre les deux, il y a eu les travaux de Verhulst. Il n'a pas droit à la moindre mention, alors qu'il porte sur les mêmes sujets. Donc Verhulst n'est pas mentionné. Donc Verhulst n'étant pas mentionné par Quetelet en démographie mathématique, c'est un enterrement de première classe, bien entendu, et c'est un enterrement qui va durer longtemps, puisque ce n'est qu'en 1920 qu'un Américain va retrouver l'équation indépendamment. Personne ne connaît plus les travaux de Verhulst. Il va retrouver l'équation, il va l'appliquer aussi à des populations humaines avec un succès mitigé, mais il va l'appliquer aux mouches drosophiles. On a eu les lapins, on a eu les humains, maintenant les mouches drosophiles. Eh bien, les mouches drosophiles vérifient de manière extrêmement précise, qualitativement et quantitativement, le modèle de l'équation de Verhulst. Les Drosophila mélanogaster, eh bien, ce sont des bonnes applications pour ce modèle. Donc, alors après Pearl et Verhulst, l'équation de Verhulst, évidemment, est remise au goût du jour et va inspirer de nombreuses généralisations, de nombreux perfectionnements. C'est devenu une des équations de base de la démographie mathématique. Donc, vous voyez, le modèle de Malthus, qu'est-ce qu'il faisait comme hypothèse ? Eh bien, si vous prenez son équation et que vous l'écrivez en divisant par P, vous voyez que le taux, donc P' c'est la vitesse de croissance, donc si vous la rapportez à la population, vous avez le taux de naissance, le taux de croissance de la population, il est constant chez lui, donc taux de croissance constant. Ça vous donne une croissance exponentielle et c'est pas réaliste. Et le modèle de Verhulst, eh bien, cette fois-ci, le taux de croissance est une fonction linéaire décroissante de P. Voilà, c'est M moins NP, c'est une fonction linéaire décroissante. Ça donne une limite supérieure à la population. C'est donc plus réaliste, certainement, mais ça ignore, bien entendu, beaucoup de faits biologiques, culturels, géographiques, tout ce que vous voulez. Et comme l'expérience l'a montré, ça s'applique mieux aux mouches qu'aux hommes et probablement qu'aux lapins. Alors je laisse la conclusion à Carlo Bron, qui a écrit une petite biographie de Verhulst, très, très, très agréable à lire, et il conclut sa biographie en disant « C'est ainsi que la mouche Drosophila vengea François Verhulst des dédains de la louve romaine. » Je crois que l'histoire est merveilleusement résumée. Donc voilà un modèle, un exemple de modèle qui a, je crois, un certain nombre de caractéristiques de ce que je vous ai dit. Vous voyez là, on a une réalité compliquée, quand même, l'évolution d'une population, il y a énormément de paramètres. On n'a pas beaucoup de mathématiques à sa disposition, et c'est toujours vrai aujourd'hui, dans un sens plus restreint, mais c'est toujours vrai. Et donc on doit faire un modèle caricatural d'une certaine manière, et on le fait dans le cas de Verhulst, sans trop regarder, si vous voulez, la biologie ou la sociologie ou tout ce que vous voulez qu'il y a en dessous de l'évaluation d'une population, mais simplement en cherchant un modèle qui est mathématiquement le plus simple. Bien. Alors, on peut être plus ambitieux, on peut même chercher à modéliser mathématiquement l'univers.
Alors, nous allons voir une confirmation, si vous voulez, de ce que Voltaire, dans un poème intitulé De la modération en tout, je ne suis pas sûr que ça colle vraiment avec Voltaire, enfin soit, qui termine « Courrier de la physique argonaute nouveau qui franchissait les monts, qui traversait les eaux, ramenait des climats soumis aux trois couronnes, vos perches, vos secteurs et surtout de Lapone. Vous avez confirmé en des lieux pleins d'enduit ce que Newton connut sans sortir de chez lui. » C'est une allusion à l'expédition polaire de Maupertuis et la Condamine, etc., qui était allée au pôle Nord pour mesurer, si vous voulez, le méridien, de manière à savoir si la Terre avait la forme disons, était aplati par le haut, ou bien, et avait la forme, je ne sais pas ce que ça. Et donc, c'était une pique contre Maupertuis qu'il détestait. Et on va voir que c'était essentiellement, d'une certaine manière, une espèce de petit poème sur la comparaison entre l'expérimentation et la modélisation. Mais dit par Voltaire, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Alors, bon, sans remonter vraiment trop loin, eh bien, un des premiers modèles, et modèles mathématiques au sens qu'il permettait aussi la prévision, c'est celui qu'on appelle le modèle de Ptolémée, parce que Ptolémée l'a développé dans son Almageste, mais on le trouve déjà plutôt chez Hipparque. Et c'est un modèle, évidemment, essentiellement du système solaire, bien entendu, avec tout autour, alors, la sphère des étoiles. Alors, c'est un modèle où la Terre est au centre, et à partir de ce modèle, avec la Terre au centre, et vous voyez les différentes planètes, et le Soleil aussi, quelque part, eh bien, il s'agit de trouver un moyen de reproduire le mouvement de ces astres sur la sphère céleste et de le prédire. Bon, alors ça ne va pas évidemment en prenant simplement, en faisant tourner ces astres sur des cercles autour de la Terre. Le mouvement des planètes est beaucoup plus erratique que cela. Et donc, on fait tourner aussi les différents corps célestes sur des petits cercles, si vous voulez, pendant que le centre des petits cercles tourne sur les différents grands cercles. Donc ça vous fait des mouvements comme cela. Alors, ça n'est pas trop mauvais du point de vue précision. Quand on établit des tables un peu précises comme les tables alphonsines, eh bien les prédictions sont en bon accord. Et puis alors on raffine les observations. À ce moment-là, l'accord n'est plus aussi bon. Eh bien on rajoute des cercles comme cela quand il faut. Et donc en compliquant le modèle, mais en gardant sa structure, donc il est important que tous les mouvements finalement s'expriment par des mouvements circulaires, mais qui sont combinés, eh bien, on a un modèle de plus en plus compliqué, mais numériquement valable. Donc, c'est le fameux modèle de Ptolémée qui a eu des siècles de succès. Et il a fallu attendre la révolution copernicienne, comme vous savez, mais qui avait été précédée, car il y avait déjà des Grecs dissidents, si vous voulez, qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme Aristarque de Samos et d'autres, avaient proposé un modèle héliocentrique du système solaire. Ils trouvaient que c'était plus simple à manipuler, à faire coller cela avec les observations. Mais c'était aussi un peu en contradiction, et même beaucoup, avec la philosophie du moment, évidemment, qui était une philosophie essentiellement géocentrique. Bon, et donc ce modèle-là est repris ou développé par Copernic, en Pologne, et il publie sur son lit de mort, pratiquement, son fameux ouvrage De Revolutionibus. C'est un livre qui est évidemment une révolution, mais tout en essayant de garder une forme aussi peu révolutionnaire que possible, en ce sens qu'il suit exactement, même s'il a un autre modèle, il suit l'ordre des chapitres qu'on trouve dans l'Almageste, donc il ne veut pas heurter de ce côté-là. Son hypothèse, évidemment, c'est que les planètes ont des orbites circulaires autour du Soleil, cette fois-ci, et il y a la petite Lune, là, qui va, elle, avoir une orbite circulaire autour de la Terre. Donc tout ça est bien connu. Et alors,
s'oppose très vite la façon de présenter le lien entre ce modèle mathématique et la réalité. Alors, dans sa préface, Copernic écrit « Les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens ». Donc, entendez, mon livre est écrit pour les mathématiciens. C'est ça. Aux yeux de qui mes propres travaux, si je ne me trompe, paraîtront apporter quelque chose à la République ecclésiastique dont ta sainteté occupe actuellement la tête. Là, il s'adresse au pape, bien entendu, en lui disant, bon, ben, c'est des maths, hein, c'est un modèle mathématique, si vous voulez employer les mots d'aujourd'hui, et bon... c'est un modèle qui fera aussi du bien, si vous voulez, à la gloire de Dieu et à la gloire de l'Église, quoi. Donc il est un peu prudent, mais enfin, il ne prend pas trop position. Mais un théologien qui se charge justement de l'édition, de pratique aussi de Copernic, il est plus clair, lui. Il dit « La théorie copernicienne est une hypothèse mathématique commode qui ne saurait décrire les mouvements réels des systèmes du monde. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que la Bible décrit les mouvements réels du monde à l'époque. Et donc, il ne faut pas quand même prendre trop de risques. Et il dit, ben voilà, c'est un modèle, une hypothèse mathématique, c'est un modèle mathématique dans le sens actuel. Alors, qui ne saurait décrire les mouvements réels du système du monde ? Qu'est-ce que c'est les mouvements réels du système du monde ? Là, il faut l'entendre, c'est tels qu'ils sont décrits dans la Bible, quoi. En fait, la théorie de Copernic, ça c'est la fameuse figure dans son livre, elle avait été déjà expliquée par un des élèves de Copernic avant, en 1540, et le même Osiander, le théologien, là, avait écrit à Rhéticus, en guise de félicitation, parce que c'est ainsi que Rhéticus l'avait présenté, les péripatéticiens, les philosophes, et les théologiens seront facilement apaisés s'ils entendent dire que pour un même mouvement apparent, il peut y avoir des hypothèses différentes, des modèles différents, et que celles de Copernic ne sont pas présentées parce qu'il en va certainement ainsi, mais parce qu'elles permettent plus commodément de calculer le mouvement. Copernic propose un meilleur modèle à quelque chose de physique ou d'astronomique. Et qu'il se peut que quelque autre astronome invente d'autres hypothèses et qu'il est permis et même souhaité à chacun d'en inventer de plus commodes. Donc, on peut toujours changer de modèle, ça ne fait pas de tort à la Sainte Écriture. Donc, d'une certaine manière, le modèle est présenté ici comme une protection, une couverture face au courroux des théologiens et des philosophes. Donc, voilà une manière de se protéger. La réalité, c'est autre chose. Il y en a qui font quand même marche arrière. Tycho Brahe, il fait une espèce de compromis à la belge, lui, où il garde la fixité de la Terre en faisant tourner les planètes autour du Soleil. Et la preuve que, finalement, ces modèles ont été efficaces comme protection contre les théologiens pendant longtemps, c'est que ce n'est qu'en 1616, donc pratiquement plus de 50 ans plus tard, que le livre de Copernic va être mis à l'index. Voilà. Donc il va être mis à l'index, et à cause de qui ? À cause de Galilée, parce que Galilée, lui, vous voyez l'homme de droite là, eh bien, il est un petit peu plus radical. Il est un petit peu plus radical. Vous voyez la question qu'on se posait, ben, voyez, en présentant votre livre comme purement des élucubrations de mathématiciens, ben, vous sauvez les apparences, vous ne vexez personne, mais Galilée a été un petit peu plus radical, et ça a fâché certain nombre de personnes, dont le cardinal Bellarmin, qui dit « Il me semble que le sieur Galilée agisserait prudemment en se contentant de parler ex suppositiones et non pas d'une manière absolue, comme j'ai toujours cru qu'avait parlé Copernic. » Donc le ex suppositiones s'applique à Copernic. Dire qu'en supposant la Terre en mouvement et le Soleil immobile, on sauve toutes les apparences, mieux que pourraient le faire les excentriques et les épiciques, c'est très bien dire. Cela n'offre aucun danger et cela suffit aux mathématiciens. Que les mathématiciens restent dans leurs mathématiques et leurs théologiens dans leur théologie,
et il n'y aura pas de problème, quoi. Mais M. Galilée, semble-t-il, n'a pas respecté ce modus vivendi. Et c'est vrai, parce que quand il écrit ces fameux dialogues sur les deux systèmes principaux du monde, où il compare donc Ptolémée et Copernic, il montre, là ce n'est pas encore trop grave, que le modèle de Copernic permet l'explication la plus simple, il permet les calculs les plus simples des phénomènes connus, bien. Mais alors, bon, il fait ça sous forme d'un dialogue, un dialogue à 3 personnes, et il y a là un tenant des théories aristotéliciennes, si vous voulez, des théories de Ptolémée, et il est ridiculisé dans le livre. Galilée, il y a beaucoup de verve, et vraiment ce Simplicius est ridiculisé, et le pape de l'époque croit se reconnaître dans ce Simplicius, et évidemment il n'est pas content, hein. Et donc certainement Galilée aurait eu une vie plus tranquille que celle qu'il a eue en se tenant à l'idée de modèle dans sa présentation, ce qu'il aurait pu faire, mais ce qu'il n'a pas fait. Bon, il avait aussi le courage, évidemment, peut-être, il faisait des observations et il trouvait quand même que ces observations collaient mieux, bien qu'il n'ait aucune preuve, il ne pouvait donner de preuve de la valeur d'un système par rapport à l'autre. Et donc le pauvre Galilée a eu quelques ennuis, comme vous savez, et également, on a chez Galilée une phrase célèbre, ce n'est pas dans le dialogue est à droite, mais c'est dans un autre livre, Il Saggiatore, où il écrit « Le grand livre de l'univers est rédigé en langue mathématique ». Alors ça, c'est une phrase sur laquelle on peut réfléchir, parce que, personnellement, là, je ne crois pas Galilée. Parce que le grand livre de l'univers est rédigé en langue mathématique, non. Ça veut dire, pour moi, nous cherchons à comprendre l'univers. Une des manières de chercher à comprendre l'univers, c'est d'utiliser le langage mathématique. Je ne sais pas quel est le langage du grand livre de l'univers, à supposer que le livre existe. Donc là, ça montre vraiment chez Galilée, et c'est la raison de ses ennuis, c'est une identification de son modèle, enfin du modèle qu'il a choisi, de Copernic, avec la réalité. Il dit la réalité, c'est cela. Bon. Alors la réalité et la description de la réalité sont évidemment des questions peut-être un peu plus subtiles. Donc voilà probablement un autre endroit où Galilée s'exprime d'une manière dangereuse. Vous pouvez faire des mathématiques pour décrire l'univers tant que vous ne dites pas que c'est l'univers. Un des coperniciens qui a suivi aussi, qui est pratiquement contemporain de Galilée, c'est Kepler. Alors Kepler a vraiment au moins deux aspects presque contradictoires. Kepler, c'est un mystique. Et il propose un modèle d'univers, si vous voulez, qui est, je dirais, digne de Platon. Platon avait, lui, utilisé les 5 polyèdres réguliers, vous voyez, qui sont là, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Il avait associé cela aux différents éléments de l'univers. Eh bien, Kepler essaye d'englober, si vous voulez, de faire coller les orbites des planètes avec des poupées russes en polyèdres réguliers, donc des polyèdres réguliers emboîtés où les 5 polyèdres réguliers apparaissent. L'image est bien connue, vous voyez, c'est cette espèce-là. Ils n'arrivent même pas à les mettre dans l'ordre, il y a de complications. Mais donc, c'est un modèle qui vraiment n'a pas eu de succès en dehors de Kepler réellement. Bon, c'était un essai mystique. Et en plus, c'est pas un essai qui est prédictif, qui vous permet de faire des prévisions, comme pouvait le faire aussi bien le système de Ptolémée et de Copernic. Mais il sera quelques années plus tard,
en 1609 et en 1619, il publie, et là c'est après avoir utilisé des observations extrêmement précises de Tycho Brahe, eh bien il devine, si vous voulez, la mathématique qu'il y a derrière ces observations, et c'est là qu'il est révolutionnaire. Évidemment, il n'est plus du tout pythagoricien dans l'âme comme dans son premier modèle. Il tue même, finalement, il tue le pythagorisme qui accordait au cercle, et même le platonisme qui accordait au cercle, évidemment, une prééminence incroyable, parce que c'était la figure géométrique la plus parfaite, etc. Non, il formule des lois mathématiques sur le mouvement des planètes, basées sur un mouvement elliptique des planètes. Donc il élimine le cercle pour le remplacer par des ellipses, ce que Copernic n'avait pas fait. Mais c'est simplement, on ne peut pas dire que c'est un modèle au sens propre, c'est une traduction mathématique de données d'observations précises. Mais je l'ai appelé parricide parce que, d'une certaine manière, il tue toute la tradition grecque, si vous voulez, datant de Pythagore et de Platon. Donc là, il énonce ces trois lois que je ne vais pas vous rappeler et qui sont exprimées d'une manière tout à fait mathématique. Donc ce sont des propriétés de l'ellipse et du temps mis à parcourir l'ellipse par les corps célestes. Bien. Donc ça, c'est son vieux modèle. Et ce que Newton va faire, lui, très vite, eh bien, Newton va trouver une explication beaucoup plus fondamentale aux lois de Kepler. Il va les déduire de principes beaucoup plus généraux et qui sont, comme vous savez, d'une part, la loi fondamentale de la dynamique, qui dit que si on a une particule en mouvement, eh bien, le produit de la masse par son accélération, par la vitesse de sa vitesse, est égal aux forces qui lui sont appliquées. Et il énonce aussi la loi de la gravitation universelle. Toute particule exerce sur une autre particule une force d'attraction qui est dirigée suivant la droite qui les joint, qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Donc c'est la loi de Newton, hein, la loi de gravitation universelle. Et de ces deux lois, il va déduire alors, de manière tout à fait mathématique, ce sont des Principia Mathematica de philosophie naturelle, eh bien il va en déduire, si vous voulez, tout un tas de résultats qui étaient disparates à l'époque. Avant lui, eh bien, la pesanteur, le fait que les choses tombent par terre et le mouvement des planètes dans le ciel étaient des phénomènes entièrement séparés, eh bien, il les unifie. Donc il unifie mécanique terrestre et mécanique céleste. Il déduit d'une manière mathématique les lois de Kepler, donc ce ne sont plus maintenant des lois déduites de l'observation, déduites par analogie, enfin il a tracé les courbes Kepler et le déplacement temporel et il a deviné, si vous voulez, qu'elles fonctionnaient comme ça. Chez Newton, c'est une conséquence de son équation et de sa loi de gravitation. Il explique la trajectoire des comètes qui posait beaucoup de questions jusque-là. Il calcule la forme de la Terre, c'est l'allusion de Voltaire, et il explique le phénomène des marées, pour la première explication raisonnable du phénomène des marées. Donc là, on a vraiment un modèle mathématique, si on veut l'appeler comme ça, mais tout le monde ne sera pas d'accord pour dire que c'est seulement un modèle mathématique, mais on a un modèle mathématique extrêmement, qui a un succès incroyable, évidemment. Alors, pourquoi moi personnellement serais-je tenté de dire que la loi de la gravitation de Newton est un modèle? Eh bien, parce que Newton lui-même l'a dit. C'est pas une raison, hein. Pas parce que Newton l'a dit que c'est vrai, mais c'est un argument. Qu'est-ce qu'il a dit, Newton? N'oublions pas que, suivant la loi de Newton, c'est une conséquence de sa formulation, le corps A influence le corps B instantanément. Dès qu'A bouge, eh bien l'influence qu'il a, la force qu'il exerce sur B,
elle est changée instantanément, et que cette transmission, si vous voulez, se fait dans le vide, hein, puisque on suppose qu'entre les corps célestes, c'est le vide. Et donc, c'est une conséquence de la formulation mathématique de la loi de Newton, qui a tant de succès. Et Newton lui-même écrit en 1692 à Bentley, Richard Bentley, qui est aussi une espèce de philosophe théologien, qu'un corps puisse agir sur un autre à distance et à travers le vide, sans un autre moyen par lequel leur action et force puissent être transmises de l'un à l'autre, est pour moi une si grande absurdité, il parle de sa loi, hein, est pour moi une si grande absurdité que je pense qu'aucun homme compétent en matière philosophique ne peut y croire. Alors voilà, il n'avait pas peur de se mettre en question. Hein, Newton, non, il écrit cela, Bon, ça c'est ce qu'on écrit dans une lettre, mais qu'est-ce qu'il écrit alors dans son livre? Il fait une deuxième ou une troisième, mais c'est la troisième je crois, édition de ses Principia en 1713, et il dit, voilà, jusqu'ici je n'ai pas pu découvrir la cause de ces propriétés de gravité à partir des phénomènes, donc je n'ai pas pu trouver, si vous voulez, de substrat physique à ma loi de gravitation, et je ne formule aucune hypothèse, hein, hypothesis non fingo. Car ce qui n'est pas déduit des phénomènes doit être appelé une hypothèse, et les hypothèses métaphysiques ou physiques douées des qualités occultes ou mécaniques n'ont pas de place en philosophie expérimentale. Ça, c'est une petite pique pour Descartes qui expliquait le mouvement par des considérations un peu plus compliquées. Pour nous, il suffit que la gravité existe réellement, on l'a tous expérimenté, hein, en trébuchant, et qu'elle agisse selon les lois que nous avons expliquées, et qui servent à rendre compte de tous les mouvements des corps célestes et de la mer. Là, il est, vous voyez, un petit peu. Donc, il dit, dans le fond, je vous ai donné un modèle de gravitation, il n'a aucun sens physique, mais il fonctionne admirablement. Eh bien, c'est tout ce que je veux. Donc voilà, donc Newton lui-même, réellement, s'est mis beaucoup plus en question que les newtoniens qui vont le suivre. Bon. Alors, vous pouvez juger quand même, savoir si le modèle est réel ou pas. Bon, ça c'est Gottlieb qui... Bien. Alors le modèle, appelons le modèle de Newton. Appelons ça un modèle, appelons la théorie de Newton, appelons-le un modèle. Il a servi de modèle, mais modèle au sens primaire, là, de choses à imiter. Pourquoi? Eh bien parce que les succès en mécanique céleste de la loi de gravitation ont été extraordinaires, et il n'y a pas besoin de vous rappeler la découverte de Neptune par Le Verrier, uniquement par calcul de perturbation. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, on vient encore d'utiliser ces mêmes méthodes pour découvrir peut-être une autre planète dans le système solaire. Bon, on en avait récemment supprimé une, quoi, du moins. Elle était rétrogradée au grade de planète naine, je crois, mais enfin, alors, on ne sait pas si la suivante méritera d'être planète. Soit. Et alors, du point de vue mathématique, ça inspire tout le développement de la physique au XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle. Toutes les lois de l'attraction électrique, magnétique, etc. sont modelées, enfin, elles ont exactement la forme de la loi de Newton. Alors, il est amusant de noter que le plus grand défenseur de la physique newtonienne, c'est un Français, c'est Laplace, hein, Laplace, qui défend vraiment Newton, tout en regrettant que lui, il avait de la chance parce qu'il avait un système du monde à inventer et que Laplace, lui, n'en a plus, quoi, il peut juste l'améliorer. Bon, alors les choses commencent à se fissurer à partir des années 1820, quand au lieu de faire de la magnétostatique et de l'électrostatique, on fait de l'électrodynamique. Là, on commence à avoir des forces qu'on a difficiles à exprimer en langage newtonien, et elles ne se propagent pas nécessairement suivant la droite qui joint les points, elles dépendent de la vitesse, etc. Et tout ça, finalement, va conduire à la mécanique relativiste en 1905. Et par contre, la gravitation va encore régner jusqu'à ce qu'on
découvre, un peu avant, dans le mouvement de Mercure, qui avait quand même des petites erreurs qu'on n'arrivait pas à corriger par Newton, et c'est le grand succès de la théorie de la gravitation d'Einstein, donc de la relativité générale, d'expliquer ces écarts, à la fois qualitativement et quantitativement. Et puis alors, l'influence évidemment sur les modèles d'univers va être immense. On va conduire à des modèles d'univers, non plus de modèles de système solaire, mais vraiment des modèles de tout l'univers. Einstein et De Sitter en font, et puis il y a le fameux modèle d'expansion de l'univers de Lemaître. Et il faudra encore attendre pour appliquer cela, pour on doive prendre au point de vue gravitationnel autre chose que la loi de Newton dans la vie pratique. Eh bien, c'est le GPS qui nous obligera à faire cela. Si vous êtes arrivé ici à bon port, eh bien, c'est parce qu'on a un peu amélioré, Einstein a amélioré la théorie de Newton, le modèle de Newton. Bon. Alors, pour conclure maintenant, examinons un peu quelles sont à la fois les servitudes et grandeurs, non pas militaires, mais des modèles mathématiques. Alors là, j'ai trouvé chez Paul Valéry finalement une ode au modèle mathématique, honneur aux mathématiques et à la volonté mathématique. Que de choses l'on n'eût pas vu dans les choses, sans l'obligation de traduire en langage de la quantité les formes et les phénomènes, sans la nécessité de construire autant d'équations qu'il en fallait pour déterminer complètement le problème. Là, vous voyez, il a une vue optimiste de la modélisation mathématique. C'est un poète. Bon, alors... il y a un article célèbre d'un physicien célèbre, le beau-frère de Dirac, Wigner, qui s'intitule, c'est en anglais mais j'ai traduit, « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles ». Alors que nous dit Wigner, c'est son droit, le miracle de l'adéquation du langage des mathématiques pour la formulation des lois de la physique est un cadeau magnifique que nous ne comprenons ni ne méritons. Voilà. Alors c'est un cadeau. Quel est le généreux donateur? Il ne le dit pas. Magnifique, que nous ne comprenons, on peut peut-être chercher à le comprendre, ni ne méritons. Pourquoi faudrait-il le mériter? Je ne sais pas, mais enfin la phrase était mieux balancée en terminant comme ça. Nous espérons qu'il restera valide pour la recherche future et qu'il s'étendra pour le meilleur et pour le pire, pour notre plaisir et peut-être, et même aussi peut-être pour notre confusion à de larges branches du savoir. Donc, longue vie à ce miracle, si vous voulez. Alors, bon, c'est un point de vue, je crois que c'est un point de vue. Si on prend un point de vue un peu différent, si au lieu d'écrire formulation des lois de la physique, si vous voulez, ou des lois naturelles, si vous remplacez ça par modélisation mathématique, la phrase garde parfaitement son sens, mais à ce moment-là, ça serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'adéquation avec le langage des mathématiques, disons. Quand vous avez formulé mathématiquement des phénomènes physiques, ça serait dommage, bien entendu, que... il n'y ait pas d'adéquation avec les mathématiques. Donc on se demande si ce n'est pas peut-être de l'anthropocentrisme, une forme subtile d'anthropocentrisme, que d'appeler loi de l'univers, loi de la nature, etc., ce qui finalement sont des tentatives, pour moi efficaces et très louables, d'explication du monde par le cerveau humain. Je crois que c'est par le cerveau humain que nous essayons de comprendre le monde, et le monde physique en particulier. Et avec le cerveau humain, il faut utiliser les moyens qu'il nous donne. Et il semble que, jusqu'à présent en tout cas, les mathématiques soient un des moyens les plus puissants que nous donne notre cerveau pour essayer de comprendre et de déchiffrer, si vous voulez, des choses qui, a priori, paraissent extrêmement compliquées. Donc peut-être que ce miracle-là est un petit peu une figure de rhétorique, si vous voulez, et que dans le fond, si vous considérez que la science, une fois qu'elle est mathématisée, est faite de modèles mathématiques,
eh bien, il n'est pas tellement étonnant que les mathématiques fonctionnent pour la décrire. Donc, c'est Stevin qui disait déjà « Wonder and is geen wonder ». Donc, alors, les modèles mathématiques ont de plus en plus de succès, ils sont de plus en plus utilisés et sont de plus en plus invoqués aussi. Vous avez vu ici en physique, en astronomie, vous avez vu des exemples en démographie, eh bien, on trouve évidemment énormément de modèles mathématiques en ingénierie, en biologie, en économie, en finance, en météo, en climatologie, et ils sont construits par des moyens divers aussi. Ça peut être en utilisant bien entendu des lois physiques ou biologiques ou économiques connues et en les mettant sous forme mathématique, ou bien alors parfois des modèles purement par analogie, si vous voulez. On a un type de comportement qui rappelle un autre obtenu dans une discipline différente et qui a déjà été modélisé, eh bien on transpose la modélisation dans le nouveau, dans la nouvelle discipline. Donc il n'y a pas non plus de règle unique pour fabriquer un modèle. Donc ils sont extrêmement utiles, non seulement, comme on l'a vu, pour décrypter et surtout pour prédire, car ce qui importe c'est la prédiction, mais aussi pour, dans beaucoup de cas, se substituer à l'expérimentation. En technique aéronautique, par exemple, eh bien, on gagne pas mal de temps, d'argent et d'énergie en faisant des modèles mathématiques, des carcasses, etc., plutôt que de les soumettre à de l'expérimentation directe. Alors, il faut être bien conscient que même s'ils sont traités mathématiquement avec toute la rigueur, si vous traitez mathématiquement d'une manière rigoureuse, ce qui n'arrive pas toujours, votre modèle mathématique, ça n'implique pas du tout la moindre certitude dans ses prévisions. Car il y a autre chose que la mathématique dans le modèle, il y a la modélisation. Donc si vous vous êtes gouré dans la modélisation, vous pouvez faire les mathématiques les plus exactes dessus, vous en tirerez quand même des conséquences qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas valables. Alors parfois aussi on fait des confusions qui font vendre évidemment, mais quand vous prenez un petit livre très connu, d'ailleurs très intéressant, comme les 3 premières minutes de l'univers par le physicien Steve Weinberg, ça ne vous raconte pas les 3 premières minutes de l'univers, excusez-moi, ça vous raconte les 3 premières minutes d'un modèle de l'univers, d'un modèle mathématique de l'univers. Les 3 premières minutes de l'univers, on n'est pas encore allé voir. Non, donc il faut prendre ça, mais c'est beaucoup plus vendeur, évidemment, si vous utilisez ce titre-là. Et je reviens à quelques citations de Delahaye et Reichenmann. Aucune prédiction issue d'un modèle ne saurait être utilisée telle qu'elle, ne valant que ce que valent les hypothèses constitutives du modèle. Les résultats du modèle ne produisent que des scénarios d'évolution. Donc ce sont des possibilités d'évolution. Et quand vous changez d'ailleurs les paramètres, vous aurez des possibilités différentes, car il y a toujours aussi beaucoup de paramètres en général dans des modèles. Et il continue, la question est non pas de savoir si un modèle est correct ou non, mais d'apprécier son apport dans un processus de compréhension progressive du système et de ses comportements, motivé par un ensemble de questions initialement explicitées. Un bon modèle est un modèle utile. Bon. Ça ne dit pas tout, évidemment. On peut dire certainement qu'un modèle utile est un bon modèle, mais enfin, soit. Alors... une phrase que j'aime bien, elle est on la trouve dans le livre de mécanique de Nicolas Rouche et Karl Pfeiffer. Et un modèle mathématique n'est jamais qu'un modèle mathématique. Il est comme l'argent, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il ne faut pas cesser d'ouvrir l'œil et le bon. Et c'est donc bien dans ce sens-là, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et on a souvent tendance dans les médias ou dans les décisions politiques, etc., d'en faire un maître d'un modèle mathématique. Et c'est extrêmement dangereux. C'est un serviteur et il faut continuer à l'utiliser comme un serviteur. Et je conclurai en disant, si on essaye de voir la relation peut-être entre une théorie et
une théorie scientifique et un modèle. Ben, on dit souvent une église, c'est une secte qui a réussi. Une théorie scientifique, c'est peut-être qu'un modèle qui a réussi. Et pire, qui a réussi à éliminer les autres. Merci pour votre attention.